Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous allons parler aujourd'hui de la relance du secteur du tourisme, plus exactement en France, mais ensuite nous allons aussi parler de l'Europe. L'Italie et l'Espagne demandent aujourd'hui pour la semaine prochaine une coordination européenne, le 15 juin plus précisément, pour que ce soit le D-Day européen du tourisme. À défaut d'une parfaite coordination européenne pour faire face à la pandémie du Covid-19, on en a beaucoup parlé, les capitales européennes vont-elles réussir aujourd'hui à accorder leur violon pour faire face aux répercussions de la pandémie sur un secteur clé dans plusieurs pays, le tourisme donc? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord avec mes deux invités de cette première partie, notre spécialiste en économie, justement chroniqueur économie, Johanna Setruc, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Aziza. Bonjour, et nous avons aussi avec nous notre correspondante, Alix Le Bourdon depuis Bruxelles. Bonjour Alix. Bonjour Aziza. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec vous, Alix. Avant de parler de tourisme, l'économie européenne, de manière générale, a été très lourdement impactée par cette pandémie. On parle d'une baisse de 8,2% du PIB anticipé sur l'année, des chiffres qui inquiètent énormément Bruxelles. Alors en effet, cette baisse estimée du PIB de plus de 8% sur l'année 2020, elle génère évidemment un grand nombre d'incertitudes et d'inquiétudes ici à Bruxelles. Et d'ailleurs, d'après les dernières prévisions de la Commission européenne, le PIB de la zone euro a déjà reculé de 3,6% au premier trimestre, alors qu'on sait que le confinement n'a concerné qu'une petite partie de ce premier trimestre. Donc, les économistes s'attendent, évidemment, les spécialistes s'attendent à une récession encore plus violente pour le deuxième trimestre. Alors face à cette situation, vous le savez, la Commission européenne a présenté un plan de relance d'envergure, 750 milliards d'euros, et c'est un plan historique, puisque vous le savez, il est composé aux 2 tiers de subventions qui iront aux pays qui ont été les plus touchés par cette pandémie, l'Italie bien sûr et l'Espagne en tête. Alors c'est historique ce plan de relance, puisque on parle ici de mutualiser la dette des pays européens, et ça c'était encore tout à fait tabou il y a encore quelques temps dans l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que les 27 réussissent rapidement à s'accorder sur ce plan de relance, et on sait pour le moment qu'il ne fait pas du tout consensus. Alors on retrouve la fracture habituelle, la fracture classique entre le Nord et le Sud, avec des pays du Nord qui prônent l'orthodoxie budgétaire. Alors ils souhaitent d'abord que ce plan soit plus composé de prêts classiques, et ils souhaitent aussi que cette aide elle soit conditionnée finalement à des réformes structurelles dans les pays concernés. Mais ça, l'Italie et l'Espagne ne veulent pas en entendre parler, parce qu'elles y voient finalement une sorte de mise sous tutelle de leur économie. Alors vient s'ajouter à cette fracture nord-sud une fracture est-sud, avec finalement des pays de l'Est qui peuvent avoir le sentiment que ce que l'on prend à certains, on le donne à d'autres. Alors enfin, il y a la question explosive du budget européen. Les 27 doivent se mettre d'accord sur ce prochain budget pour le plan de relance, et là on sait que c'est également très compliqué. Alors vous le voyez, en plus de chiffres économiques assez inquiétants, la mise en place de solutions semble aussi compliquée à Bruxelles. Alors, dans ce contexte justement assez sombre pour l'économie européenne et d'ailleurs mondiale, les recettes du tourisme se sont aussi effondrées en Europe. Beaucoup de pays dépendent d'ailleurs, et leur économie est assez basée sur le tourisme. Alors, il y a eu bien évidemment la pandémie de manière générale, le confinement, les répercussions par après, la fermeture des frontières qui a énormément aussi impacté le tourisme. Du coup, on étudie certaines pistes. Alors, par exemple, une des pistes, c'était l'Europe des zones vertes, pour pouvoir permettre la circulation entre les zones vertes des différents pays. Alors en effet, ça c'est une idée qu'ont eu 2 chercheurs, et finalement qui, en cas de seconde vague, pourrait permettre d'éviter un confinement strict, en permettant, comme vous l'avez dit, à certains Européens qui habitent dans des zones qui ne sont pas trop touchées par le virus de se déplacer dans d'autres zones qui sont également épargnées. Alors cette solution, elle a finalement un double avantage. D'abord, les spécialistes estiment qu'elle n'est pas risquée d'un point de vue sanitaire, et puis le deuxième avantage, c'est que ça permet de ne pas mettre totalement à l'arrêt notamment le secteur touristique. Alors ça ressemble finalement à ce qu'a fait la France, à ce qu'ont fait aussi des pays comme l'Espagne et l'Italie, avec un déconfinement à la carte qui a été plus rapide dans certaines régions qui ont été plus épargnées que d'autres. Mais dans le reste de l'Europe, on sait que les mesures ont été différentes. En Autriche, en Pologne par exemple, le déconfinement s'est appliqué d'un coup à tout le territoire. Alors pour appliquer une telle idée, il faudrait que tous les pays européens se mettent à un système comme ça par
zone. Alors, ça n'est pas forcément évident, mais l'idée a malgré tout de quoi séduire, hein, puisqu'on sait que les conséquences économiques sont immenses sur ce secteur clé, hein, le tourisme. Je vous rappelle quelques chiffres, hein, le tourisme, ça représente 10% du PIB européen, 12% des emplois, et on estime à 150 milliards d'euros ce que peut rapporter un seul été au tourisme européen. L'enjeu, il est donc crucial, et il l'est particulièrement pour certains États membres qui dépendent de cette industrie touristique. Hein. La Croatie, par exemple, dès la fin avril, avait même plaidé pour un couloir sanitaire avec la République tchèque, hein, pour permettre à ses ressortissants de venir sur la côte adriatique. Alors, cette idée des zones vertes, elle pourrait également séduire la Commission européenne, hein, puisque je vous rappelle que la Commission européenne, dès le 13 mai, avait encouragé les États membres à rouvrir leurs frontières, et à rouvrir leurs frontières entre États membres qui avaient le même profil épidémiologique. On était déjà là un peu sur cette idée des zones vertes. Johanna, justement, en parlant des pays qui sont assez impactés, entre autres à cause des répercussions sur le tourisme, on va parler de l'Espagne, l'Italie et la France qui ont été très, très impactés, hein, par la situation actuelle. Et pour la France, le secteur du tourisme et de la restauration, par exemple, sont deux secteurs qui ont été lourdement touchés. Oui, ils ont été effectivement lourdement touchés, et il y a un plan massif pour les relancer. Il y a une expression qui résume plutôt bien la situation, qui résume plutôt bien les choses, c'est aux grands mots, les grands remèdes, parce qu'effectivement, le tourisme représente une grande partie de l'économie française. C'est près de 8% de son PIB, environ 2 millions d'emplois. La France est d'ailleurs le pays le plus visité au monde. En 2019, il y a eu près de 90 millions de voyageurs étrangers qui sont venus sur le territoire. Le tourisme est donc un moteur très important de la croissance, et c'est pour ça que l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent sur la table pour relancer ce secteur. Il s'est lancé dans un plan à 18 milliards d'euros. Alors, que comprend ce plan? Plusieurs mesures ont été annoncées, plusieurs mesures ont été mises en place. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le fonds de solidarité. En fonction de leur taille et de leur chiffre d'affaires, des entreprises vont pouvoir recevoir des aides, de l'argent qui pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Ensuite, si ça ne suffit pas, il y aura ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État. C'est un dispositif qui permet en fait aux sociétés d'avoir des prêts, d'emprunter de l'argent plus facilement, parce que l'État se porte garant, en tout cas sur un certain montant de cette somme. Et ça rassure les banques et ça les pousse à prêter même aux entreprises qui sont les plus en difficulté. Autre mesure annoncée, c'est l'exonération des charges. Les sociétés ne paieront pas de cotisations sociales tant qu'elles seront fermées. Et puis, il y a aussi le chômage partiel. Le secteur pourra en bénéficier jusqu'à fin septembre au moins, et au-delà si on estime que la reprise est jugée trop lente. Enfin, dernière mesure, elle concerne plus particulièrement le secteur de la restauration, puisque l'utilisation du ticket restaurant a été élargie. Son plafond est passé de 19 à 38 euros par jour, et on pourra l'utiliser, on peut d'ailleurs déjà l'utiliser le week-end et les jours fériés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, Johanna, justement, cet été, les vacances vont probablement être tricolores pour beaucoup, beaucoup de Français, n'ayant pas encore beaucoup de visibilité justement sur l'ouverture des frontières, que ce soit dans l'espace Schengen ou au-delà. Beaucoup ont déjà fait des réservations en France. Est-ce que c'est un espoir peut-être justement pour ce secteur, pour relancer un petit peu ce secteur? Alors oui, effectivement, totalement. À cause du coronavirus, beaucoup de Français ont peur de sortir du territoire, de passer les frontières, d'aller dans d'autres pays. Cet été, ils seront donc nettement plus nombreux à rester en France, qui pourrait donc peut-être compenser, en tout cas en partie, le manque de touristes étrangers. D'ailleurs, pour inciter les Français à rester sur le territoire et à effectuer des réservations pour relancer le secteur, pour lui offrir de l'argent, une trésorerie pour redémarrer, le gouvernement s'est entendu avec les acteurs du tourisme et l'hôtellerie pour pouvoir rembourser en totalité les clients si jamais il y avait des annulations, si jamais les voyageurs ne pouvaient pas partir. Malgré tout, pour le moment, on le voit, ça traîne encore un petit peu, c'est pas encore trop ça, puisque selon un sondage qui a été publié il y a quelques jours seulement, plus de la moitié des Français n'ont toujours pas réservé leurs vacances, ce qui est assez rare à ce moment de l'année, début juin, alors qu'ils sont pourtant 60% à vouloir partir cet été, ce qui est là un petit peu plus que d'habitude. Et puis, comme on le disait, concernant les destinations, il y aura a priori peu de voyages à l'étranger, puisque 87% des Français qui disent vouloir partir le feront en France.
Alix, des pays comme l'Italie et l'Espagne, comme je le disais, on parlait de cette demande de faire une coordination européenne, ce D-Day européen du tourisme. On en parlait tout à l'heure en introduction. De quoi s'agit-il? Bien, c'est le ministre des Affaires étrangères italien qui, le premier, a employé cette expression. Il a fixé ce D-Day du tourisme européen au 15 juin. Il a beaucoup bataillé auprès de ses homologues européens pour faire adopter cette idée. Il faut dire que l'Espagne et l'Italie sont à la fois les pays qui ont été le plus touchés par la pandémie et également des pays qui sont très dépendants de ce secteur touristique. Donc évidemment, pour eux, l'enjeu est de taille. Alors l'idée de ce D-Day européen du tourisme, c'est de coordonner la réouverture des frontières intérieures de l'Union européenne et laisser circuler les touristes à l'intérieur de l'espace Schengen. Alors, on a vu que cette coordination au niveau européen, elle est un petit peu compliquée, d'autant qu'on sait que les frontières sont du ressort des États membres et pas du ressort de la Commission européenne, mais c'était malgré tout aussi la recommandation de la Commission européenne pour tenter de sauver ce qui peut être sauvé de cette saison estivale. Je vous rappelle que les pertes de recettes sont estimées à 85% pour les hôtels et restaurants, par exemple, et la perte estimée sur l'emploi est de 6 millions de postes. Alors, sans attendre ce D-Day du tourisme européen, la Commission européenne a mis en place des mesures. Alors, d'abord pour les entreprises du secteur, notamment une aide financière pour sauver certains emplois, mais aussi des mesures directement pour les voyageurs, pour les touristes, en facilitant à la fois, en encourageant la libre circulation et en encourageant des mesures d'hygiène très strictes, notamment sur les lieux touristiques. La Commission européenne a également mis en place un site internet qui rassemble en temps réel toutes les informations sur les frontières des États membres et leur situation sanitaire. Merci beaucoup, Alix Le Bourdon, d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications. Merci aussi, Johanna, mais on vous garde avec nous pour la deuxième partie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous continuons donc toujours cette spéciale que nous consacrons à la relance du tourisme et du monde du tourisme, du secteur du tourisme, que ce soit en France d'ailleurs ou en Europe. Et nous allons parler d'autres pays comme l'Italie, par exemple, qui a ouvert ses frontières aux touristes le 3 juin. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc pour cette deuxième partie, toujours avec nous, Johanna Setruc. Merci d'être restée avec nous. Et puis, nous avons aussi de l'autre côté Natalia Mendoza qui nous rejoint depuis Rome. Bonjour Natalia, et c'est avec vous que nous allons commencer justement. Alors, vous étiez récemment à Venise pour tourner justement un reportage sur la relance du secteur du tourisme, sur l'ouverture de la ville et sa vie après le Covid. Alors, on l'a vu, c'est une ville qui a été désertée par les touristes, les gondoles sont restées à quai pendant des mois, une ville qui souffrait déjà avant le Covid et qui aujourd'hui est vraiment très lourdement impactée par cette pandémie. Oui, effectivement, on se souvient en novembre dernier, Venise était complètement submergée par les eaux, inondées à cause d'un phénomène d'aquahalte, de montée des eaux exceptionnelle, historique. Et depuis la crise du coronavirus, quelques mois après, la ville est aujourd'hui complètement paralysée, car on le sait, l'économie de Venise est massivement tournée vers le tourisme. 30 millions de visiteurs annuels, et avec le confinement, les affaires se sont brutalement interrompues. Aujourd'hui, la ville tente de repartir, mais c'est difficile, très difficile, car il n'y a pas de touristes. Près de 85% des hôtels n'ont toujours pas rouvert et de nombreux artisans, commerçants, restaurateurs sont au bord de la faillite. Quant aux Vénitiens, ils réclament un changement radical pour le modèle de développement de cette ville, avec un modèle moins dépendant du tourisme de masse et plus respectueux des habitants, de l'écosystème et de la morphologie de cette ville sur pilotis classée au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, Natalia, justement, comme je le disais il y a quelques instants, l'Italie a rouvert ses frontières le 3 juin pour recevoir des touristes. Mais alors, comment est-ce qu'on peut optimiser les chances de la relance économique quand les pays voisins, par exemple, et beaucoup de pays se montrent très, très frileux vis-à-vis de ce pays qui est l'un des pays les plus touchés par la pandémie?
Alors, le gouvernement italien mise sur la capacité de rebond du pays des Italiens. Pour cela, il a mis sur la table une enveloppe de 55 milliards d'euros pour aider entreprises, familles et chômeurs pour relancer le secteur touristique et pour éviter l'effondrement de secteurs entiers de l'économie. Mais la tâche ne s'annonce pas facile car les mauvais fondamentaux de l'économie italienne sont nombreux. La croissance est basse, le chômage est élevé, la démographie est vieillissante et la dette qui est colossale, elle frôle les 135% du PIB national et avec les dépenses liées à la sortie de cette crise sanitaire, la situation ne semble pas s'améliorer. L'Institut italien de statistique estime que le pays se dirige vers sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Johanna, ailleurs en Europe, la date du 15 juin est supposée être une date du début d'un retour à la normale. Alors, on le voit par exemple en Allemagne. L'Allemagne a annoncé que ses frontières, entre autres avec la France, l'Autriche et la Suisse, seraient levées à cette date, sauf contre-indication sanitaire. Oui, l'Allemagne va effectivement assouplir ses conditions d'entrée dans le pays. C'est le cas également d'autres États, comme par exemple la France et la Belgique, qui vont rouvrir leurs frontières, en tout cas dans un premier temps aux Européens, parfois même à certains Européens uniquement. En revanche, cette date du 15 juin, on en parlait tout à l'heure avec Alix, elle est loin de faire l'unanimité, malgré les réunions qu'il y a eu entre les différents gouvernements, malgré les recommandations qui ont été faites par la Commission européenne. Eh bien, il y a un vrai manque de coordination au sein de l'Union, un manque de coordination même au sein de l'Europe de façon plus large. C'est un peu chacun sa stratégie. On en a parlé il y a quelques instants, l'Italie a rouvert ses frontières au début du mois, c'était le 3 juin. D'autres ont décidé d'autoriser les voyages uniquement avec leurs pays frontaliers. C'est le cas par exemple de la Lituanie, de Lettonie et de l'Estonie. Depuis le 15 mai, en fait, leurs ressortissants peuvent se déplacer, mais uniquement au sein de cette zone, au sein de ces 3 pays. Et puis, il y a les États qui préfèrent attendre un peu plus. On l'a vu, c'est le cas de l'Espagne qui accueillera des étrangers, mais seulement à partir du 1er juillet. D'ailleurs, Bruxelles, la Commission européenne, estime qu'à cette date, toutes les restrictions de déplacement entre les pays devraient être levées. Mais il s'agit encore une fois d'une recommandation et non d'une obligation. On verra donc si dans les faits, ça sera suivi ou pas. Alors, on le voit, la Grèce aussi compte rouvrir, ou rouvre ses frontières d'ailleurs pour relancer toujours le tourisme. La mise en quatorzaine, d'ailleurs, n'est plus appliquée que pour des visiteurs qui viennent de certains pays, de certaines régions. C'est le cas de la région parisienne, par exemple, et c'est le cas de l'Italie. Oui, alors la situation de la Grèce est un petit peu particulière car finalement ce pays a été relativement peu touché par le coronavirus par rapport à beaucoup d'autres pays dans l'Europe. À l'heure actuelle, on compte un petit peu moins de 200 morts, alors qu'en France, par exemple, on approche des 30 000 décès. C'est le cas également pour l'Espagne, qui est aux alentours de 27 000 décès. L'Italie a dépassé ces 30 000 décès. Elle est autour de 34 000 décès, si je ne me trompe pas. Natalia nous le dira peut-être après. L'écart, vous le voyez, entre ces pays est donc considérable et c'est tout ce qui fait en fait le dilemme du gouvernement grec. D'un côté, il a très envie, il a très hâte de rouvrir ses frontières pour relancer lui aussi son secteur du tourisme parce que c'est un secteur très important, beaucoup plus important qu'en France même, puisqu'il pèse 20% du PIB, 20% du produit intérieur brut. C'est 1/5, c'est énorme, mais en même temps, eh bien, le gouvernement grec, il a aussi peur des cas importés de Covid-19 qui seraient susceptibles de contaminer la population sur place qui, manifestement, ne serait pas encore très immunisée. C'est pour ça que la Grèce a décidé de fonctionner donc par étapes. Dans un premier temps, seuls les visiteurs de certains pays seront autorisés à entrer sur le territoire. Des tests aléatoires seront effectués sur ces personnes. Et certains devront même respecter donc une quatorzaine, ceux qui viennent des régions les plus touchées, des régions où le virus était encore actif, où le virus est encore actif ces dernières semaines. Vous l'avez dit, c'est notamment le cas des habitants d'Île-de-France et de certaines régions, certaines zones en Italie. En fait, en gros, aujourd'hui, il y a les besoins économiques et puis à côté quand même une situation sanitaire qui inquiète les gouvernements. Ils ont aussi peur que ça impacte finalement leur popularité politique, en fait. C'est un peu ça.
ce qu'on ressent un peu partout. Alors, Natalia, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a mis en garde les pays voisins. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient très frileux sur le fait de pouvoir partir ou ouvrir les frontières avec l'Italie. Il a mis donc en garde les pays qui traitent son pays comme un lépreux, a-t-il dit. Mais en fait, la réalité, c'est que même en Italie, on voit que certaines régions, par exemple la Sicile, voient déjà d'un mauvais œil le fait que des personnes puissent venir d'autres régions plus impactées. Oui, effectivement, c'est la réouverture des frontières régionales le 3 juin dernier a réveillé la peur, notamment dans le sud du pays, dans les régions comme la Campanie, la Sicile. Les gouverneurs craignent l'arrivée de touristes venus notamment de la Lombardie, par exemple, la région la plus touchée par l'épidémie. Il faut savoir que dans le sud de l'Italie, les infrastructures sanitaires sont moins développées. Pour l'instant, le sud a été relativement épargné par l'épidémie. Et il y a cette crainte d'une deuxième vague épidémique, car tant qu'on ne dispose pas d'un vaccin, eh bien, le risque zéro n'existe pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce double sentiment, d'une part, l'urgence, le besoin de repartir au plus vite pour sauver le tourisme qui représente 13% du PIB italien, qui est très important. Il faut sauver en fait la saison estivale, l'été commence, et donc c'est ce besoin urgent lié à l'économie. Et d'autre part, il y a la peur du virus qui circule encore ici et qui a fait plus de 34 000 morts ici en Italie. Mais quelles sont les répercussions aujourd'hui sur la popularité, par exemple, du gouvernement en Italie, Natalia? Est-ce que ça, c'est une question aussi qui pèse dans la balance, justement, comment les critiques des gens vis-à-vis du gouvernement et comment sont évaluées les politiques? Alors, la critique est claire au niveau de la gestion régionale, notamment en Lombardie, des comités de famille, des associations de familles de victimes ont déposé plainte cette semaine à Bergame. Elles estiment que le gouvernement n'a pas pris assez au sérieux la gravité de la situation, et notamment que des zones rouges n'ont pas été déclarées début mars, quand le virus a commencé vraiment à exploser dans les zones les plus touchées du nord de l'Italie. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, sera entendu par les magistrats. Il y a plusieurs enquêtes qui sont actuellement ouvertes. En ce qui concerne les autres régions, eh bien, chaque région s'organise à sa façon, et chaque gouverneur, eh bien, tente sa propre stratégie en suivant des lignes globales nationales, mais en instaurant au niveau régional des mesures propres et des contrôles propres pour essayer de contenir la contagion et d'éviter au maximum une deuxième vague épidémique. Johanna, pour clôturer et peut-être pour résumer un peu notre propos tout au long de cette émission, en gros, aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème de recul de l'économie un peu partout en Europe, on sait qu'il y a un vrai déficit dans plusieurs pays, mais la question ne se pose plus. Tout le monde essaye finalement de sauver le secteur du tourisme, en tout cas, parce qu'il permettra aussi de relancer un petit peu l'économie. Oui, parce que c'est un secteur particulièrement important. Et on l'a vu pour notamment la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce. La Grèce, le secteur, on l'a dit, pèse 20% de son économie. Donc, en fait, globalement, pour la France, c'est ce que le Premier ministre Édouard Philippe disait lorsqu'il présentait son plan pour le tourisme, justement. Lorsque le tourisme français va bien, la France va bien. Lorsque le tourisme français va mal, la France va mal. Merci beaucoup, Johanna, pour toutes ces explications. Merci à vous, Natalia, d'avoir été avec nous depuis Rome. Merci donc à vous deux pour vos lumières. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure sur France 24.